Je suis vraiment très heureuse de lancer l'après-midi avec un atelier de Bonduelle. D'abord parce que j'adore les petits pois. J'en mangeais beaucoup quand j'étais petite et du coup c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Donc j'en vois là, c'est super. Mais aussi plus sérieusement parce qu'en fait j'ai travaillé quelques années chez Carbone 4 et juste avant mon départ, en fait on commençait tout juste à accompagner Bonduelle sur le bilan carbone et la stratégie de réduction des émissions. Et du coup c'est super chouette de voir comme la réflexion et la démarche avance et grandit. Et donc je suis vraiment heureuse que vous puissiez aujourd'hui présenter ce que vous faites auprès des agriculteurs, avec les agriculteurs. Vous allez voir, dans une entreprise comme Bonduelle, la transition vers l'agriculture régénératrice, c'est pas seulement quelque chose pour faire des choses bien. Il y a vraiment un enjeu business fort derrière. Déjà pour assurer la pérennité de l'approvisionnement, tout simplement, dans un climat qui change. Voilà, c'est important d'avoir des modes de production qui sont résilients. Et aussi pour assurer une performance économique pour l'entreprise, bien sûr, mais du coup, pour les agriculteurs. Et collectif, c'est le mot d'ordre de la journée, et vous allez voir que c'est bien retranscrit dans ce que vont nous présenter les intervenants de cet atelier, puisque voilà, c'est vraiment un travail de partenariat entre Bonduelle et les organisations de producteurs et les producteurs pour réaliser cette transition ensemble. Donc, je suis ravie d'accueillir Amélie Champé. Amélie, qui est ingénieure agronome, rejoint Bonduelle en 2022 et aujourd'hui responsable agriculture régénératrice Europe. Et Armand Frassin. Armand, merci d'être là. Tu es agriculteur, du coup, avec une exploitation familiale en Picardie et aussi président de l'organisation de producteurs OPL Vert. Je vous laisse donc 30 minutes pour la présentation et ensuite on aura 15 minutes de questions. Bonjour à tous. En effet, on est heureux aussi, nous, Armand, et puis on a d'autres personnes de chez Bonduelle qui sont ici, également des producteurs. On est très heureux d'être là parmi vous et on espère pouvoir vous amener avec nous dans les champs pour vous montrer comment est-ce que l'on produit des légumes, vous apporter un peu de concret, vraiment un petit témoignage de comment ça se passe dans un bassin agronomique chez Bonduelle et vous montrer la façon aussi dont on travaille en partenariat avec les producteurs et les OP pour mettre en place et déployer l'agroécologie dans nos filières. Oui, bonjour à tous. Ouais. Donc, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde et surtout qu'ils prennent des notes. C'est ça qui me stresse plus. Mais c'est bien. Pouvoir faire passer des messages. On va commencer très très rapidement par une petite introduction pour vous expliquer qui on est. Vous connaissez globalement a priori Bonduelle, vous mangez des petits pois, vous avez sans doute vu les boîtes assez souvent sur vos tables. Vous connaissez peut-être pas par contre le menu détail de qui on est. Alors je vous rassure, on va pas prendre une demi-heure pour vous présenter ni les produits Bonduelle ni l'histoire du groupe, mais quand même quelques messages clés. On est un groupe familial devenu maintenant international qui a été créé en 1853 et d'ailleurs sur la photo ici on voit Pierre et Benoît Bonduelle qui sont les créateurs en fait de la première conserverie de légumes dans une grange à Ronescure, le site historique du groupe. Ils se sont dit on a des excédents de légumes à transformer et surtout à préserver, on va les mettre dans des conserves et dès la première année 20 000 boîtes étaient sorties de cette conserverie. Depuis, l'histoire perdure. On est aujourd'hui, donc, comme je disais, un groupe international qui offre donc, différents types de produits, de l'ambiant au surgelé et au frais, en passant par le frais, pardon. Et on distribue dans plus de 100 pays via le retail et le food service. Voilà, je pense qu'en guise d'introduction, on est pas mal. Et je continue en vous partageant un petit témoignage de mon arrivée dans l'équipe agronomique Hauts-de-France, il y a de ça quelques mois. Donc l'équipe agronomique dans les Hauts-de-France, c'est la plus grosse équipe agronomique parce que c'est le plus gros bassin de production du groupe Bonduelle. On en a différents dans le monde, on en a dans les Hauts-de-France, dans le sud-ouest, au Portugal, en Hongrie, en Pologne. Vraiment, les Hauts-de-France, c'est le cœur du réacteur. Et quand je suis arrivée dans cette équipe, j'ai découvert la grande diversité des légumes qui étaient produits, premièrement. Donc environ 35 types de légumes, en commençant bien évidemment par l'égérie, le petit pois, qui représente aujourd'hui plus de 8000 hectares produits chaque année, suivi par le haricot, les flageolets et puis de nombreuses autres cultures, en passant par évidemment les carottes, les épinards, les légumes potagers, les racines.
Et je pense qu'Armand, tu voulais nous faire un petit témoignage à ce sujet. Oui, pardon. Alors oui, moi, en tant que producteur, en fait, on a une grande chance, c'est qu'on a un industriel qui est à notre porte, qui est au cœur de notre bassin, avec une très grande usine, plusieurs grandes usines, localement. Donc on a cette chance de pouvoir avoir ce client-là directement à côté de chez nous. Et en plus, il a mis en place une organisation très particulière, parce que vous imaginez bien que là, je vous ai ramené justement une boîte de pois carottes. Dites-vous que dans la boîte, alors moi je vais faire un peu le service après-vente de l'usine, mais c'est mes petits pois, pas mes carottes, je ne fais pas de carottes, mais il faut réussir à mettre dans la boîte en même temps les petits pois et les carottes. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et donc du coup, il faut réussir à mettre en place une organisation spécifique. Et nous, voilà, en tant que producteurs, on est fiers de pouvoir être inclus dans cette grande machine. Et donc voilà, on est organisé en OP. Alors qu'est-ce que c'est une OP ? C'est une organisation de producteurs. Chez nous, c'est quelque chose de très léger. C'est une association de type loi 1901. Et en fait, on a vocation à rassembler tous les producteurs. Tous les producteurs qui veulent alimenter Bonduelle, les usines des Hauts-de-France, doivent passer par l'OP. Et l'OP, elle a un seul et unique client qui est Bonduelle. C'est la particularité et c'est ce qui nous permet de travailler ensemble au quotidien. Alors je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais quand même il y a 11 mois dans l'année où on travaille très très bien ensemble, et il y a un mois où on discute des prix et là, voilà. On déroule. Donc on a compris grâce à Armand que c'était complexe mais faisable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à mettre des petits pois dans les boîtes. Autre découverte que j'ai faite en arrivant dans le bassin, c'est l'ampleur du terrain de jeu. Vous voyez ici les petits points, ce sont des parcelles Bonduelle qui servent à approvisionner les usines dans les Hauts-de-France. Il y a 3 usines. Et cette surface s'étale du nord au sud sur 300 km et de l'est à l'ouest sur 300 km, ce qui équivaut, pour rester dans le thème, à 9 fois Paris Intramuros et 28 000 terrains de foot. Donc on comprend de plus en plus que c'est complexe en termes de nombre de parcelles, en termes de nombre de légumes. Et pour y arriver, on a un modèle agricole qui est bien spécifique. Ce modèle agricole, donc là j'aime bien quand j'en parle l'illustrer avec cette photo, c'est une vue aérienne de l'usine et on voit assez vite, on comprend assez bien que cette usine est au milieu des champs et c'est représentatif en fait de toutes les usines Bonduelle dans le monde. Ça nous permet, cette proximité avec l'amont agricole, de transformer, donc de récolter et de mettre dans les boîtes les légumes en moins de 5 heures en moyenne. Ce qui nous permet aussi de produire des légumes ensemble, c'est l'équipe d'agronomes et de chefs de plaine. Ils sont très nombreux, il y en a une partie ici aujourd'hui avec nous. Ce sont eux qui signent les contrats, ce sont eux qui vont suivre la production des légumes depuis le semis jusqu'à la récolte. Ce sont eux qui vont déclencher avec leur expertise le moment le plus opportun pour la récolte. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment est-ce que l'on sait comment est-ce qu'un chef de plaine déclenche ou pas la récolte ? Personne. Alors peut-être que je pourrais poser la question. Ah voilà. J'avais une méthode un peu plus manuelle en tête à vous partager. Ils prennent un petit pois dans les doigts et ils le pincent et en fonction de la pression et en fonction du jus qui sort du grain, le chef de plaine déclenche ou non la récolte. Et à la suite de ça, les machines de récolte arrivent dans les champs, récoltent, et les petits pois arrivent dans les boîtes. Donc les chefs de plaine ont un rôle crucial. Ce sont eux aussi qui vont auditer les producteurs pour s'assurer que les légumes sont produits dans les règles de l'art, en respectant le cahier des charges qui est quand même très exigeant, et en respectant la direction que l'on commence à prendre dans le bassin en termes d'impact positif. Ce qu'on n'a pas dit encore aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec 1200 producteurs dans les Hauts-de-France. 2000 à l'échelle du groupe, 1200 dans les Hauts-de-France. Donc tout à l'heure, je vous parlais de cœur du réacteur, c'est vraiment le cas. Et les chefs de plaine connaissent personnellement, évidemment, ces 1200 producteurs, voire les pères de ces 1200 producteurs, ou les mères et les ancêtres. Et pour finir, le point d'orgue de ce modèle agricole, c'est sans doute aussi les 2 organisations de producteurs que Armand nous a déjà présentées. Toute cette petite organisation pourrait se synthétiser par 3 mots. La pérennité économique, la proximité, l'impact positif. Et vous verrez que ces 3 mots vivent au quotidien dans la façon dont on produit les légumes et vivent au quotidien dans notre partenariat.
Oui, j'ai oublié tout à l'heure donc, de préciser, l'OPL vert, c'est 800 producteurs et il y a 2 OP. Il y a Dominique justement qui est ici, qui est président aussi de l'Oplinor, qui a à peu près 400 producteurs. Et voilà, tous les deux OP alimentent les 4 usines du nord de la France et à travers 1200 producteurs. Aussi, nous, ce qui est intéressant pour nous en tant que chef d'exploitation agricole, c'est que en fait, les cultures proposées par Bonduelle sont des cultures qui apportent de la diversité dans nos assolements. Et du coup, ça nous offre aussi une sécurité en termes de répartition du risque. Pardon. Ça nous offre une sécurité. Ça tombe. Ah, non, c'est mieux avec le micro. Oui. C'est. Ça apporte une sécurité sur nos exploitations par rapport à la diversité des cultures. Au lieu d'avoir 2 ou 3 cultures dans notre assolement, et ben en fait avec les légumes, on peut avoir, comme on arrive aussi des fois à faire plusieurs cultures dans l'année sur la même parcelle de légumes, et ben ça nous apporte aussi une sécurité d'un point de vue économique sur notre exploitation. Je voulais te dire, du coup, en plus on travaille avec un expert du légume, parce qu'on travaille avec le leader mondial du légume dans la conserve et le surgelé. Donc il nous apporte aussi une expertise. Tout à l'heure, Amélie parlait des 35 chefs de plaine. Ce sont vraiment nos experts et nos plus fidèles compagnons justement dans notre travail au quotidien pour produire des légumes bons, à la fois pour le produit et aussi bons pour le sol et pour la planète. Alors, tout à l'heure, je vous montrais justement une boîte de petits pois carottes. Et je vous disais que c'est très compliqué. Et nous, on appelle ça aussi une symbiose. Enfin, Amélie, tu veux... Allez, on y va. Donc, en fait, comment on fait pour réussir à avoir cette fleur de petits pois qui nous donne plein d'espoir avec un petit pois à l'arrivée et arriver justement à cette boîte ici? Et ben, en fait, c'est toute une grande logistique, une grande symbiose qui est mise en place pour coordonner à la fois des parcelles. Donc en fait, l'objectif, c'est de remplir au maximum l'usine le plus longtemps possible. Si les agriculteurs choisissaient leur variété et leur date de semis, ils choisiraient tous la même variété, tous la même date de semis. Il y aurait engorgement à l'entrée de l'usine, et puis bah là, patatras, ça ne tient pas. Donc en fait, on a l'expertise des chefs de plaine et de tout le service agro, qui en fait est capable de sélectionner à la fois les meilleures variétés et les meilleurs terroirs pour démarrer précocement la culture, et arriver le plus tôt possible dans l'usine, et aussi détecter des territoires qui soient plus tardifs, avec des variétés plus tardives et des agriculteurs plus tardifs pour allonger au maximum la campagne. Ainsi, on peut avoir une campagne de semis qui démarre fin février, début mars, et qui se termine autour du 10-15 mai. On va semer du coup, voilà, entre ces 2 dates-là, et on va démarrer la récolte début juin pour la finir fin juillet. Vous voyez, donc cette organisation nous permet d'allonger au maximum l'approvisionnement de l'usine. Aussi, il faut réussir à mettre d'accord, à organiser tous les chantiers de récolte. Aujourd'hui, les OP sont propriétaires des machines de récolte, donc les producteurs détiennent eux-mêmes les machines de récolte, on les confie à des entreprises de travaux agricoles, mais qui vont être orientées par le service agro et par les chefs de plaine vers les parcelles qu'il faut récolter, qui sont à pleine maturité, parce que c'est vrai que je vous le rappelle, mais on produit des légumes de plein champ et qu'on récolte à pleine maturité. Et Amélie tout à l'heure disait, il y a 5 heures entre la récolte et la mise en boîte. C'est très 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 rapide. Même quand vous avez fait le marché le dimanche matin en région parisienne, le maraîcher, il a accueilli la veille. Nous, c'est beaucoup plus frais. 5 heures, c'est très court. Et notre technologie aussi, c'est la conserve. C'est une technologie qui est très moderne malgré qu'elle soit très ancienne. Parce que c'est recyclable à l'infini par l'emballage aluminium. Il n'y a pas de conservateur et ça préserve toutes les qualités organoleptiques du légume. Donc en fait, malgré qu'on ait une technologie très ancienne, ça reste très moderne et très ancré dans l'avenir aussi, parce que l'impact est réduit. Je passe la parole à Amélie. Alors, comment on fait pour produire des petits pois ? En fait, toujours un peu les paroles de paysans, il faut un peu d'eau, un peu de soleil, pas trop chaud, pas trop d'eau. Enfin, on n'est jamais content, mais
En fait, voilà, nous, les années comme 2015, 2024, 2023, ce sont des années, entre guillemets, idéales pour produire du pois. On n'a pas eu d'excès de température. Le petit pois, en gros, au-delà de 25 degrés, il n'aime pas du tout. La fleur, elle va fondre, ou alors il va accélérer son processus de maturité, et on ne va pas avoir l'idéal pour le petit pois. Mais de la même manière, s'il ne pleut pas régulièrement, eh ben, on n'a pas la capacité à avoir le nombre de fleurs suffisantes et de faire grossir le nombre de gousses maximum. Et on se rend compte quand même depuis... Alors moi, je n'ai pas dit mon âge, j'ai 42 ans, je ne suis pas un vieux producteur. Et aussi, à la différence de beaucoup de producteurs, je suis la première génération à produire pour Bonduelle, mais généralement, ça fait plusieurs générations, et c'est de père en fils, ou de père en fille, ou de mère en fille, qu'on produit pour Bonduelle. Mais voilà, sur les 10 dernières années, on se rend compte quand même qu'on a vécu aussi des années complètement exceptionnelles. À chaque fois, on dit on n'a jamais vu une année comme ça, et puis tous les ans, on dit ça. Alors, est-ce qu'on n'a pas de mémoire? Est-ce qu'on oublie vite? Bon, je ne sais pas, mais en tous les cas, on remarque quand même qu'il y a un changement climatique. Et les années comme 2022, où en fait il fait très très chaud et où il pleut pas, bah, on est loin justement des conditions idéales pour produire le maximum de petits pois et remplir l'usine. On souffre quand il fait très chaud, bah, les parcelles elles arrivent trop vite, et puis on est obligé de casser des parcelles ou alors de passer à une autre suivante. Donc on est impacté quand même par le changement climatique, on s'interroge, on travaille, comme je vous disais, pendant toute l'année ensemble, main dans la main, comment on fait pour continuer à alimenter l'usine le plus régulièrement possible et d'une année sur l'autre. Parce que Amélie ne l'a pas dit, mais Bonduelle, en fait, ne met en culture que ce qu'il vend. Il n'y a pas de spéculation. Il n'y a pas de on va produire plus en disant on va les vendre. Non. Ils ne mettent en champ que ce qu'ils sont sûrs de vendre. Donc il faut réussir à caler les ventes avec la production, et sachant que la production est plutôt aléatoire avec la météo. Je te laisse poursuivre. Donc vous avez compris que la méthode est complexe, que la symbiose permet de produire des légumes, que cette symbiose fonctionne très bien dans des conditions climatiques qui sont idéales. Et vous allez comprendre que cette symbiose, elle est nécessaire pour faire face à ces conditions climatiques qui sont de plus en plus aléatoires, qui peuvent être extrêmes. Cette année, d'ailleurs, on se dirige vers les petites bulles rouges, là. Il fait déjà très chaud. Il y a déjà des manques d'eau. Donc Armand m'a dit la dernière fois, mais c'est quand même une opportunité pour nous, parce qu'on peut tester les pois d'hiver, etc., semer plus tôt. Mais au quotidien, encore hier, on était en train de mettre à jour les plans de semis. L'équipe est en train de réfléchir aux meilleures variétés, nouvelles variétés à mettre en place dans les rotations pour être capable de faire face à ces aléas climatiques. On est en train de réfléchir à des nouvelles zones géographiques pour trouver des conditions moins complexes. Et ce que l'on fait aussi, c'est que l'on compte beaucoup sur nos équipes. Encore une fois, les chefs de plaine. Les chefs de plaine, ce sont eux, si vous l'avez compris, qui vont être au contact des producteurs. C'est vraiment notre canal de communication principal. Ce sont eux qui font passer les messages, et c'est sur eux que l'on compte pour amorcer la pompe de l'agriculture régénératrice. L'agriculture régénératrice, c'est pas un sujet facile. Vous connaissez tous le terme aujourd'hui. Néanmoins, pour la mettre en place sur le terrain, c'est autre chose. Donc on a un premier outil que l'on met en place, c'est la formation, grâce à un partenaire qui s'appelle Ecosystème. J'ai vu qu'ils étaient présents aujourd'hui, peut-être pas dans la salle. Donc Ecosystème nous a accompagnés pour mettre en place un parcours de formation à destination de nos chefs de plaine, en grande majorité. L'objectif, c'est de partager les bases de l'agroécologie, en passant par les grands principes jusqu'à des éléments beaucoup plus spécifiques propres à nos légumes. C'est un parcours de quelques heures à 2 ans, sur le terrain et en digital, et le groupe a pour objectif de former 100% des chefs de plaine à horizon 2030. C'est un très bon outil, mais maintenant, il faut le faire vivre. Et le faire vivre, ça veut dire l'appliquer sur le terrain, ça veut dire échanger ensemble, ça veut dire apprendre ensemble, donc on va avoir besoin de temps. Notre objectif aujourd'hui aussi avec Armand, c'est de vous montrer que produire des légumes, vous l'avez compris, c'est pas facile, mais mettre en place l'agroécologie dans les filières, c'est d'autant plus complexe. Donc on a des outils que l'on utilise pour nous aider. Associé à cet outil formation,
on a l'outil data management, mesure du progrès, qui nous permet de savoir où on en est et où est-ce qu'on va. Ça nous permet de mettre en place des plans d'action au regard de nos progrès. Et c'est grâce à nouveau aux chefs de plaine qu'on est capable de faire ça. Les chefs de plaine, lorsqu'ils vont signer les contrats, ils vont échanger avec le producteur, collecter de l'information. Et c'est ce qui va nous permettre de nourrir un indicateur. C'est un score sur 100 points. Lorsqu'un producteur atteint 40 points sur 100 points, on le considère, selon notre définition aujourd'hui, on attend évidemment le jour où on pourra s'aligner à une définition commune. Lorsqu'il atteint 40 points, le producteur est considéré comme engagé. C'est un indicateur qui est construit sur la base des 4 thématiques qui, selon nous, sont les plus importantes et représentatives du sujet. Et aujourd'hui, 74% des producteurs dans les Hauts-de-France sont considérés comme engagés. Le groupe a l'objectif d'embarquer 80% de ses producteurs à horizon 2030. Et je le disais en introduction, on a des producteurs avec qui on travaille au Portugal, en Hongrie, en Pologne, aux US, au Brésil. Le chantier n'est pas le même et très contexte dépendant, très culturellement dépendant. Donc on a une marche à franchir pour embarquer tout le monde, pour mettre en place les bons outils et les plus adaptés au contexte. On a parlé de mesures, on a parlé de formation. C'est quelque chose de très honnêtement assez classique. On s'est rendu compte assez vite que la mesure et la formation, ça ne suffisait pas. On a besoin de quelque chose pour aller tous dans la même direction. Dans l'équipe et au niveau de la filière, on n'a pas tous les mêmes envies, pas tous les mêmes défis. On va, pour certains, vouloir à tout prix, parce que c'est le métier, parce que c'est la passion et c'est normal, produire en quantité et en qualité. Et de l'autre côté, souvent à côté, on va vouloir avoir un impact positif. L'objectif, c'est d'avoir le même défi tous ensemble et d'adhérer à ce même défi. Ce défi, on pourrait dire que c'est celui-là au sein de la filière, diminuer la vulnérabilité de notre filière face au changement climatique, évidemment aux autres challenges que peuvent être la réglementation, et créer de la valeur. Et c'est là où la valeur, le mot valeur est important, parce que la valeur, ça peut être la performance agricole, produire en quantité et en qualité, et c'est aussi l'impact positif. On doit tous adhérer à ce défi commun. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Armand? Je crois que tu voulais dire quelque chose. Tout à fait, c'est essentiel. Alors moi, en tant que producteur, je suis convaincu qu'il est important d'avoir un impact positif parce que moi, je suis chef d'entreprise aussi d'abord, et j'ai une exploitation qui est de la 3e génération. On se la transmet de génération en génération, et la durabilité, elle est inscrite dans notre génétique, dans notre ADN de l'entreprise. Mais pour qu'on puisse être durable, il faut toujours être rentable aussi. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut avoir beaucoup de rentabilité pour pouvoir rester durable. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Et il faut absolument continuer et embarquer le maximum de producteurs dans cette voie-là, parce qu'on a besoin de garder un impact positif sur l'environnement. Et je viens d'apprendre qu'il ne nous restait pas tant de temps que ça, on est un peu trop bavard, donc on va essayer d'être très très synthétique. Pour augmenter cette adhésion, donc vous l'avez compris, on a l'outil mesure, on a l'outil science à travers la Pharmacadémie, le partage de connaissances. On a aussi une plateforme historique chez Bonduelle qui a 10 ans d'expérience, qui s'appelle VG-Sol sur la ferme Renescure, qui nous apporte aussi beaucoup de savoir. Et on a aussi un autre outil qui vient compléter ce cercle vertueux, c'est les incubateurs. On les appelle les incubateurs. En fait, ce sont nos mini-projets, nos projets de recherche intra-bassin qui vont nous permettre de faire vivre cette mesure, de faire vivre cette science. Et tout va se nourrir et permettre d'embarquer les chefs de plaine, les producteurs, à tout niveau de la filière. On croit vraiment que le mot-clé, c'est l'adhésion, et que sans adhésion, on n'y arrivera pas et on continuera à travailler dans notre silo, que ce soit à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle de filière ou d'un territoire. Je parlais tout de suite d'incubateurs. L'un de nos principaux incubateurs, c'est le projet Ferme Apprenante, que l'on a monté avec Novalistera, et Novalistera est ici dans la salle. C'est un réseau de fermes dans des zones géographiques représentatives de nos zones de production dans le bassin Hauts-de-France, qui nous permet de démontrer que l'agriculture régénératrice est compatible avec le légume.
parce que, et je pense qu'Armand vous pourrez en dire un mot, mais allonger les couverts, complexifier les couverts, je peux vous dire que tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à le faire quand on vient semer des légumes assez tôt dans l'année. Donc on a besoin de tester des choses, on a besoin de se tromper, on a besoin de savoir où est-ce que le système craque pour savoir jusqu'où on peut aller pour limiter le risque l'année suivante. Donc c'est un projet sur 3 ans. On a d'abord créé le réseau avec les fermes apprenantes. On a semé les premiers couverts sur les parcelles qui allaient recevoir nos légumes. Là, on est vraiment dans une phase de structuration, d'embarquement des producteurs, des organisations de producteurs, des chefs de plaine. Et l'année suivante, on va vraiment ouvrir ces fermes pour faire rentrer les producteurs des zones alentours, partager les apprentissages et prouver qu'on peut y aller sans prendre trop de risques. Je continue. Ah non. Donc justement, pour embarquer au maximum les... Alors, ce qui est intéressant avec ces 7 fermes apprenantes, quand même, c'est que ça vient du terrain. Pour une fois, c'est nous, les agriculteurs, les producteurs, qui sommes acteurs, qui accompagnons et qui allons tester les limites. En plus, ce projet, il est encadré par la force de l'OP. C'est qu'on peut répartir le risque. En fait, l'intérêt des OP, c'est de pouvoir aussi assumer ensemble, collectivement, un risque qu'un agriculteur ne pourrait pas faire individuellement. En testant, en allant au maximum des limites, des fois on se met en danger. Il arrive par exemple que quand on laisse trop longtemps ces couverts entre les cultures et qu'on les incorpore trop tôt ou trop tard avant le semis, on puisse se mettre en danger sur de la mouche du semis et donc perdre un énorme potentiel de récolte. Donc là, avec ce réseau-là, en fait, comme on vient tester les limites, on va pouvoir définir exactement jusqu'où on peut aller pour garder une productivité, mais tout en ayant le plus gros impact positif pour l'agriculteur et pour la planète. C'est très complexe, il y a plein de facteurs qui viennent influencer ces choses-là, mais grâce justement à ce réseau aux OP, on vient structurer, rassurer aussi et embarquer les producteurs avec nous. Ce qui est important, voilà, aussi pour pouvoir embarquer les producteurs, il y a surtout, d'abord, c'est l'impact économique, parce que vous attirez pas des mouches avec du vinaigre. Il faut promettre, il faut faire comprendre aux agriculteurs, aux producteurs qu'il y a un gain économique pour eux à adhérer à ces pratiques-là. Et on a fait un travail juste avant, quand même, le petit graphe un peu qui est tout petit. On ne va pas vous demander de regarder les chiffres, on va plutôt vous demander de regarder la tendance, la ligne bleue. Vous l'avez compris, ça fait des années qu'on travaille sur le territoire, des années qu'on a de la donnée grâce aux chefs de plaine. Et on est capable aujourd'hui d'avoir une idée forcément de la performance économique et agronomique de chacun des producteurs. On a réussi, c'est pas qu'on a réussi, c'est qu'on a découvert avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on avait un lien entre la performance économique d'un producteur et la qualité de son sol. On a utilisé le ratio matière organique sur argile, qui est un des ratios qui permet de décrire la structure d'un sol et donc sa fertilité. Et super positivement, on était ravis de voir qu'il y avait une corrélation. C'est-à-dire que plus on va travailler sur son sol, plus on va donner de l'énergie pour améliorer sa fertilité, plus tendanciellement, on va améliorer sa performance économique. Alors, on ne dit pas que c'est gagné, on ne dit pas que c'est simple, bien au contraire, on dit surtout qu'on va dans la bonne direction grâce aux chiffres. Donc c'est assez rassurant. Et ça permet d'augmenter l'adhésion. Et pour conclure, en 30 secondes, quelque chose qui synthétise un peu tout ce qu'on vient de vous dire. L'agriculture régénératrice chez Bonduelle, d'abord, et ça n'apparaît pas sur la slide, c'est au quotidien. Vous l'avez compris, hier on parlait de faire varier les plants de semis pour faire face aux conditions climatiques. C'est demain une visite de parcelle pour aller compter les attaques de mouches sur les pieds de pois dans les fermes apprenantes. C'est les échanges avec les OP qui vont arriver quasiment tous les jours pendant la campagne pour analyser les effets du changement climatique et discuter des projets que l'on met en place pour faire face à tout ça. C'est aussi quelque chose qui est inspiré, c'est un peu ce que je viens de dire, par nos enjeux et notre histoire. On n'a pas imaginé
cette stratégie, cette démarche du jour au lendemain, ça vient du réel, ça vient du concret, ça vient du terrain, ça vient de ce qu'on observe. C'est nourri par l'expertise de nos chefs de plaine, des personnes qui nous accompagnent aussi, des projets que l'on mène. Et c'est aussi encouragé par un objectif d'entreprise. Le groupe, comme je l'ai dit, s'engage donc globalement pour embarquer les producteurs à horizon 2030. Et c'est possible uniquement grâce au partenariat. Voilà, c'est le mot de la fin. On va passer aux questions et vous pouvez répondre ici, je pense. Voilà, place aux questions. J'apporte le micro à la première personne. Ouais, merci. Catastrophe. Bonjour, merci pour ces explications. La question que je me pose, c'est quand vous mettez en place des démarches agriculture régénératrice avec des paliers, etc. Bonduelle, je suppose, ne prend pas l'intégralité des assolements. Vous produisez peut-être des céréales, pommes de terre, betteraves, etc. que Bonduelle n'achètera pas. Donc comment vous assurez-vous collectivement, les deux, hein, c'est réciproque, de la permanence des changements de pratique? Bonduelle va acheter les petits pois sur telle parcelle aujourd'hui, il n'y reviendra que dans 3 ans. Entre les deux, comment on s'assure que les pratiques sont conservées? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, au mois de janvier, les chefs de plaine, ils passent dans nos exploitations pour signer le contrat de l'année. Et à chaque fois aussi qu'on se rencontre, on parle aussi et toujours de la charte agro. En fait, c'est le corps qui vient c'est ce qui donne en fait les règles sur lesquelles on doit s'engager. Et notamment en légumes, on est à 6 ans de rotation. On a imposé, on a dû se séparer de producteurs qui voulaient être plus courts. On l'a fait. Et après, il y a aujourd'hui, il y a des moyens quand même numériques de savoir et avec l'accumulation des années, on revient bien plus de 6 ans après sur la même parcelle. Aujourd'hui, voilà. Donc, il y a une charte agro qui nous lie et dans lequel les producteurs s'engagent aussi à ne pas revenir à moins de 6 ans dans les mêmes parcelles pour une même culture. Pendant ces 6 ans, pourquoi continuez-vous à mettre en œuvre les pratiques? De toute façon, en fait, alors c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais nous, le légume dans nos exploitations, ça représente 10 à 15% de la rotation. À peu près autant du chiffre d'affaires. Donc c'est un élément important, mais pas primordial dans nos exploitations. Mais en même temps, toutes les filières, elles sont liées et imbriquées ensemble dans nos exploitations, parce que dans la rotation, dans l'assolement, chacune se succède. Et donc, les bénéfices de l'une, en fait, jusqu'alors, elles travaillaient toutes en silo, et elles avaient toutes leur cahier des charges, et qui étaient des fois contradictoires. Aujourd'hui, on a réussi quand même, c'est vrai, et Bonduelle a été aussi dans les premiers à se mettre à la table et dire il faut qu'on travaille tous ensemble, parce que c'est vrai qu'arriver dans l'exploitation, sur la parcelle, on va imposer des choses, on va dire blanc une année 1, et noir avec le suivant derrière. Donc maintenant, non, en fait, on est tous convaincus, on a trouvé une voie commune à travers les différents acteurs pour aller dans cet impact de plus de couverts et de plus de résilience pour nos sols. Bonjour, Valentine Louis, Banque des Territoires, ici. Bonjour. J'avais une question pour vous, complètement naïve. Mais si j'ai bien compris, les cultures, elles sont définies donc, par le chef de plaine, donc par Bonduelle. Les variétés, les dates de semis, les dates de récolte. Et donc traitées en 5 heures, donc j'imagine pas peu de capacité de stockage. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'être dépossédé de vos décisions et d'être dans une sorte de forme de salariat agricole? Désolée pour les questions, c'est vraiment naïf, hein, c'est vraiment pour avoir votre retour. Et du coup, est-ce que ce peu de capacité de stockage, ça n'encourage pas une dépendance où si Bonduelle, du jour au lendemain, décide justement de ne pas continuer, alors il faut... En fait, alors, je vais vous répondre, excusez-moi, mais justement, le partenariat, il est né de cette condition qu'on ne peut pas modifier, c'est qu'on travaille du frais à pleine maturité de plein champ. Donc on est obligé de s'entendre et d'organiser pour justement... Alors non, on n'est pas du tout dépendant parce que justement on est partenaire au quotidien
comme je vous ai dit, on choisit ni notre date de semis, ni notre variété. On a quand même envie tous, individuellement, les producteurs, d'être performants. Et malgré qu'on ne choisisse ni notre variété, ni notre date de semis, il y a des commissions auxquelles siègent les producteurs, qui sont animées par les producteurs, qui vérifient justement à ce que chacun, malgré le fait qu'il ne choisisse ni sa variété, ni sa date de semis, retrouve la juste rémunération de son travail. Et c'est-à-dire s'il a été très performant, malgré un rendement qui n'est pas extraordinaire par rapport à la moyenne, s'il a été le meilleur de sa population à cette date-là, dans cette variété-là, il sera quand même très très bien rémunéré, malgré qu'il n'ait pas amené toutes les tonnes sur lesquelles on s'était entendu. Mais ce qui compte après, c'est au global, toutes les tonnes qu'on a apportées, nous, producteurs, à notre industriel. Elle est partagée. Voilà. En fait, chez nous, on dit on partage à la fois les gains et les risques et les pertes. On partage tout. Professionnellement. Merci énormément. Hyper concret et du coup hyper intéressant. Des petites questions sur le plan environnemental. La première, par rapport au réchauffement climatique et à l'adaptation, est-ce que vous pourriez développer encore un peu plus ce que vous pouvez faire à court terme quand vous avez des aléas climatiques pour vous adapter sur les cultures existantes? Donc, on va prendre par exemple l'exemple des petits pois, si vous êtes d'accord. Et à long terme aussi, notamment ce que vous avez expliqué sur les différentes variétés de pois. Et deuxième question, ici plutôt pour la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que vous pourriez nous donner, Armand, vos 2-3 mesures que vous considérez comme prioritaires à l'avenir pour améliorer la performance environnementale sur vos cultures? Alors, la première question, comment on fait pour produire des petits pois malgré le changement climatique? Justement, pour continuer à produire le maximum de petits pois, en fait, on essaye d'élargir au maximum la fenêtre de tir. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est un intérêt économique pour l'industriel, mais ça a aussi un intérêt pour nous les agriculteurs plus on va avoir de dates de semis étalées et de dates de récolte, plus on a de chances d'avoir de l'eau, même si elle est plus rare, plus on ouvre les portes, plus elle a de chances de rentrer. Et donc ça, c'est un premier intérêt. Après, il y a le travail sur la matière organique et la capacité des sols à encaisser les à-coups climatiques. Ça ne va pas tout réparer. Moi, je ne veux pas vous dire que j'ai toute la solution. On n'a pas non plus de recette magique, mais on sait que là, il y a une clé. Voilà. Après, elle n'ouvrira pas toutes les portes, mais c'est une réponse qu'on peut avoir. Voilà. Sur comment je peux décarboner. En fait, justement, c'est ça que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais avec Bonduelle, les 3 premières cultures sont des légumineuses. Les 3 premières cultures cultivées sont des légumineuses. Les légumineuses, je vous rappelle, ce sont des plantes qui captent l'azote de l'air pour la stocker dans le sol. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a le plus gros impact d'émissions à effet de serre dans nos exploitations? C'est la minéralisation de l'azote et les apports d'azote minéral qu'on apporte sur nos cultures. En cultivant des légumes sur nos fermes, on met moins d'azote sur les autres cultures. Donc là, on a une grosse voie de progrès et ça nous permet de réduire notre impact en termes de gaz à effet de serre et de... Voilà. Merci. Donc on a la chance d'avoir un partenaire qui nous aide dans ça. Bonjour à tous et merci pour la présentation. Je suis là. Thomas Binet de Vertigo Lab. Avec mes voisins voisines, là, on était très curieux d'en savoir un petit peu plus sur la slide progrès et notamment sur la slide où vous suivez un peu vos progrès sur les outils, les indicateurs. Qu'est-ce que vous mobilisez? Quels sont vos objectifs? Et d'essayer, si vous pouviez développer un petit peu plus ça. On a bien compris qu'il y avait des couverts, mais c'était l'idée d'en savoir un petit peu plus à la fois sur les sujets environnement, pratique, etc. Si vous pouviez développer. Vous voulez que je développe l'outil qui nous... Bah. Ouais. Ok. Ouais. Donc le macro-indicateur, on va dire, qui est structuré sur 100 points, il est composé de 23 indicateurs, peut-être que c'est là où sont vos questions. On a des indicateurs donc, qui vont être dans la catégorie fertilité des sols. Donc dans la fertilité des sols, on a le rapport matière organique sur argile, ce qui nous a permis de faire la corrélation.
On a le fait, si oui ou non un producteur fait des analyses de sol, parce que je rappelle qu'au Portugal, Pologne, Hongrie, on n'est peut-être pas au même niveau d'engagement, donc on doit poser ces questions-là parce qu'on est dans un macro-indicateur groupe. On va demander aussi si les producteurs font des tests VES, font des bilans humiques. On va demander aussi la durée de couverture du sol, le nombre d'espèces dans les couverts et dans la rotation en général. On va demander sur le pilier eau si le producteur met en place des méthodes d'optimisation de l'irrigation, des OAD. Sur le pilier azote, s'il partage ses données, parce que ce n'est pas toujours le cas et nous, on en a besoin justement pour nourrir notre stratégie carbone et pour travailler avec eux ensuite pour la diminuer, pour diminuer notre empreinte. Et on va, si je continue en termes d'indicateurs, demander aux producteurs s'ils se forment. Alors ça peut être par la Farm Academy ou par d'autres systèmes, parce qu'on trouve que c'est quand même la clé du progrès. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que ça vous va comme réponse? Ok. Et et juste pour terminer peut-être, on a à la fois des indicateurs de méthode et à la fois des indicateurs de résultats. On se rend compte que notre outil, on doit l'améliorer. Et c'est le fameux cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. Cet outil, il va s'améliorer année après année avec de plus en plus d'indicateurs de résultats, forcément. Mais ce n'est pas les plus faciles à avoir. Donc on va se nourrir de nos différents outils justement pour faire avancer tout ça. On a le temps pour une dernière question. C'était par là. Oui. Est-ce que vous avez évalué le coût effectivement de la mise en place de ces pratiques, et est-ce que vous, du coup, il y a un paiement différencié par rapport effectivement, au nombre de points acquis par les agriculteurs ou... On n'a pas encore de stratégie structurée à l'échelle du groupe pour valoriser les pratiques, mais on sait que c'est la clé, ça fait partie des éléments qui vont faciliter l'adhésion. On y travaille, et après, Armand, peut-être que je vous laisserai compléter avec le fonctionnement de l'OP et de l'enveloppe dédiée. Mais on y travaille, en tout cas, pour comprendre le coût à travers le projet Ferme Apprenante. Combien coûte la mise en place de ces couverts? Qu'est-ce que l'on gagne en termes de fuel? Qu'est-ce que l'on gagne en termes d'azote minéral apporté en moins? Et on va pouvoir se nourrir de cet incubateur pour justement estimer le coût de la transition. Et on fait partie aussi d'un projet collectif, dont Armand a un petit peu parlé tout à l'heure, qui nous permet d'accompagner financièrement la transition à l'échelle du territoire. On prend notre temps, mais on sait que c'est un levier majeur pour accélérer l'adhésion. Et Armand, peut-être le côté OP? Alors dans nos négos un peu difficiles, on a quand même négocié aussi avec Bonduelle une enveloppe qui nous permet de travailler tous ces sujets. Ces fermes apprenantes, elles sont soutenues aussi par les producteurs entre eux avec ces budgets-là. Alors c'est de l'expérimentation. On calcule tout est tracé. Les surcoûts qui sont engendrés par ces nouvelles techniques sont évalués. Et demain, justement, on sera en mesure de chiffrer concrètement le surcoût lié à ces pratiques, mais aussi de mesurer toutes les externalités positives de ces pratiques. On va savoir mesurer le surcoût, mais aussi tout ce que ça rapporte qu'on n'avait pas vu jusqu'alors. Donc, je vois pas que du surcoût, il y a aussi des choses qui arrivent en plus et qu'on n'avait pas forcément... Voilà. C'est comme ça aussi qu'il faut convaincre les producteurs, c'est de s'y regarder. Alors en effet, il y a une dépense à mettre, mais il y a aussi des choses à recevoir et il ne faut pas oublier ça et il faut faire l'équilibre entre les deux. Quand vous parliez de projet collectif, c'est avec la région? Alors après, il y a aussi, il y a Covalo, il y a PSE, il y a plein de choses qui se mettent en place localement. Il va y avoir plus de choses dites. Voilà, ça va sortir. En fait, c'est des projets très, très difficiles à mettre en place. Il faut vraiment tout bien caler parce qu'il y a du financement public, il y a des financements privés. Ça demande de vraiment raccorder tout le monde pour vraiment communiquer. Et là, moi, je suis un peu impliqué parce que... Voilà, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, merci encore à tous les deux. Merci à vous d'avoir assisté à cet atelier. Je vous remets le programme pour que vous puissiez savoir où aller pour la suite. À tout de suite. N'hésitez pas à aller voir les agriculteurs. Surtout. Ils sont nombreux dans cette salle, je crois. Voilà, et aller chez eux. Ils vous ouvrent vraiment les portes.